Yes, super. Bah écoute, salut Maxime, merci Salut, de nous accorder cette petite interview. c'est un plaisir. Du coup, bah, on est là à la ferme de la Bourdesière, donc ta petite ferme que tu as montée avec plein de collaborateurs. Mm. Tu peux peut-être nous parler un petit peu déjà du lieu et puis en même temps, je crois que c'est très très lié à ton association Ferme d'Avenir, donc un petit peu juste le contexte, où on est et Mhm. pourquoi tout ça. Eh bien, en fait, on est dans le domaine de la Bourdesière, qui est un domaine clos de mur qui fait 90 hectares, qui appartient à Louis-Albert de Breuil, qui est connu sous le surnom de Prince Jardinier, parce qu'il a créé ce qui est juste à côté, c'est-à-dire le Conservatoire national de la tomate, avec 700 variétés de tomates. Et en fait, je travaillais avec Louis-Albert depuis 7 ans chez Desrolles. Donc c'est une maison d'édition, une maison de sciences naturelles, et avec laquelle on faisait des planches pédagogiques sur le développement durable. Et en fait, je suis arrivé à la permaculture en passant par le biomimétisme. Donc nous, on faisait des planches pédagogiques sur tous les sujets. Et je me disais, mais en fait, il n'y a pas vraiment de révolution dans tout ça. Et pourtant, il faut vraiment changer le monde. Et c'est pas juste avec du greenwashing ou du développement durable. D'ailleurs, Nicolas Hulot qualifie le développement durable d'une camomille mielleuse. Un truc, ça fait du bien, c'est réconfortant pour la gorge, mais en fait, ça ne change pas vraiment grand-chose. Et c'est là que j'ai découvert le biomimétisme, qui est le concept de s'inspirer de la nature. Et donc on a créé une association qui s'appelle Biomimicry et on allait voir un petit peu toutes les alternatives, tout ce que la nature peut nous enseigner dans différents domaines. Et c'est là que j'ai fini un jour par aller au Bec et Loin en 2010, je crois. Et c'est là que j'ai compris que en fait, s'inspirer de la nature en matière d'agriculture, c'était une super bonne idée parce que la nature est bien plus productive que nous. Et donc, de fil en aiguille, j'ai parlé avec les gens du Bec et Loin, avec l'INRA qui menait cette étude qui rend le Bec et Loin célèbre et qui prouve qu'ils arrivent à produire 10 ou 50 fois plus que du maraîchage chimique ou plutôt conventionnel, si ça dépend comment on l'appelle. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, en fait, ce serait bien de prouver, de créer une expérience, une ferme laboratoire qui partent vraiment de zéro. Parce que là, le Bec et Loin, on sait, ça a une dizaine d'années, donc on étudie un système qui est déjà bien en place, mais on ne connaît pas les conditions initiales. Et voilà. Et donc, du coup, je suis allé voir le prince, Albert de Breuil, et donc je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas, vu que vous avez cette parcelle d'1,5 hectare qui ne sert que 2 fois par an pour les grands événements, donc la fête de la tomate ou la fête des plantes, et ça sert de parking, est-ce que vous ne voulez pas qu'on transforme ce parking en ferme, peut-être en pied de nez à la grande distribution qui s'amuse à transformer des fermes en parking. Nous, on s'est dit, on va transformer cette parcelle en une ferme. Et donc, on a monté ce projet Ferme d'Avenir avec pas mal de gens, avec Claire, Gildas, Verret, qui sont d'ailleurs installés maintenant à Lussot et qui sont profs de perma, et avec Horizon Permaculture. Et donc, on s'est fixé comme ambition initiale de prouver que l'agriculture naturelle était plus rentable que l'agriculture chimique. C'est un peu, on est parti la fleur au fusil en disant, ouais, on va y arriver, etc. Alors on a réussi à monter le projet comme ça, sur ce discours-là. Voilà, il faut vendre des rêves suffisamment gros aux gens pour qu'ils puissent les suivre et les financer. Mais assez rapidement, on a réalisé 2 choses. La première, c'est que l'agriculture chimique n'était pas rentable elle-même. Donc du coup, comment prouver que l'agriculture naturelle, qui demande plus de travail à la main, qui demande plus de temps, qui a moins d'aide du pétrole et ça, comment prouver que l'agriculture naturelle est plus rentable qu'un truc qui n'est déjà pas rentable? Enfin, on voulait se contraindre à une rigueur que le modèle dominant ne s'impose pas à lui-même. Donc là, on s'est dit, bon, attends, on va peut-être revoir les trucs et on va évaluer la viabilité économique, technique et sociale de ce type de ferme et identifier les freins qui pourraient éventuellement exister. Donc, et la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, la conjoncture est totalement défavorable à ce type d'agriculture. C'est-à-dire que on subventionne les tracteurs, on subventionne le pétrole, on subventionne les grandes surfaces, mais on n'aide jamais les gens qui s'installent sur petites surfaces. On conserve des prix beaucoup plus hauts pour du bio, mais parce que c'est les prix surtout de l'agriculture chimique qui sont maintenus artificiellement bas. Et donc voilà, et donc de ces 2 réflexions est né un projet politique derrière, qui est un projet de lobbying en fait. Et l'idée, c'est de dire il faut ce type d'agriculture. C'est pas possible d'imaginer que l'agriculture chimique soit notre modèle ad vitam. On va dans le mur. Ça détruit la santé, la biodiversité, le climat, l'emploi, nos sols. Bref, ça détruit tout. Alors que que l'agriculture est en mesure, au contraire, d'aller dans le bon sens et de préserver notre santé, la biodiversité, le climat, l'emploi.
Et donc voilà, on dit, si jamais il reste encore des hommes dans 100 ans sur cette planète, ce dont je doute personnellement, mais ça je ne vous invite pas forcément à suivre cette idée, mais s'il reste des hommes sur cette planète dans 100 ans, nécessairement ils se nourriront de manière bio, locale et avec une agriculture qui régénère les écosystèmes. Donc voilà, c'est une expérience sur 1,5 hectare et on a commencé il y a 4 ans et ça avance. Donc la nature, c'est une super belle bibliothèque, quoi. On a tout dedans, on a toutes les techniques, on va dire, et tout à s'inspirer de la nature. Mais du coup, c'est quoi les freins? C'est vraiment un problème humain, en fait. D'ailleurs, Hubert Reeve et Pierre Rabhi parlent de PFH, le putain de facteur Bien humain. sûr, En fait, c'est vraiment ça le nerf de la guerre de la permaculture, en fait, c'est l'humain. Alors il y a le putain de facteur humain, effectivement, qui est une des dimensions importantes, hein, surtout dans des projets collectifs. Là, on est plutôt sur un projet qui, mine de rien, est pas si collectif que ça, parce que les gens ne sont pas impliqués dans un projet de vie, ils sont salariés. Les gens ici, on a fait en sorte qu'ils puissent être salariés. Et donc on essaie de limiter ce PFH. Pour moi, le gros frein à la permaculture, c'est le prix du pétrole. C'est-à-dire que tant qu'on a un baril qui vaut $50, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on n'arrivera pas à convaincre les gens qu'il faut planter à la main et être sur des petites surfaces. Donc, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette démarche. On est dans une bonne dynamique et énormément de personnes en quête de sens vont vers cette approche, parce que la perma, c'est pas juste une méthode de production agricole, c'est vraiment un nouveau logiciel, quoi. C'est de se dire, produisons plus d'énergie qu'on en consomme, essayons de retrouver une approche harmonieuse avec notre environnement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont pour. Mais entre le dire et le faire, en tout cas, entre le faire et en vivre, c'est là qu'est un peu la différence. Il y a beaucoup de gens qui le font au quotidien, mais qui à côté ne peuvent pas en vivre et donc du coup travaillent dans une grosse boîte. Et l'enjeu dans les années qui viennent, c'est de montrer qu'on peut vivre de ce type d'activité qui a pour objectif ultime de régénérer les écosystèmes et la biodive. En fait, c'est beaucoup trop simple grâce au pétrole pas cher. En fait, c'est ça. C'est tellement facile de tourner la clé que du coup, on va pas forcément vouloir faire des choses plus complexes, mais qui au final sont plus durables, quoi. Donc, plus durables et plus stimulantes intellectuellement aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que les agriculteurs aussi ont un manque de reconnaissance et pour pas mal de causes. Et l'une d'entre elles, c'est aussi on a standardisé un modèle et maintenant ils ont des guidances qui sont assez simples. Et même, on a sur certains champs des tracteurs qui se conduisent tout seuls. Donc on est dans un schéma où en fait on a simplifié au maximum, standardisé. Et en fait, on ne peut pas adapter la nature à nos besoins. C'est nous qui devons adapter quand même nos besoins à la nature, parce qu'elle est beaucoup plus forte que nous. Et donc ouais, on peut faire de la permaculture chez soi. Et ça, j'invite tout le monde à le faire. Il y a des super bouquins et des super sources d'inspiration pour ce faire. En revanche, on peut faire de la permaculture chez soi. En revanche, pour en vivre, il va falloir pousser politiquement, je pense, pour donner un cadre qui valorise ça. Et justement, tu penses qu'on peut vivre économiquement de la permaculture selon la définition de la permaculture qui est concevoir des écosystèmes humains durables qui s'inspirent de la nature? C'est-à-dire c'est pas juste de l'agroécologie, justement, c'est pas juste le sol. Vivre de la permaculture, moi qui est aussi un petit peu dans ce domaine-là, je me demande si est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour en vivre économiquement, la permaculture? L'agroécologie, oui, c'est des techniques. La permaculture, c'est juste un mode de vie basé sur le bien-être au quotidien, basé sur avoir un écosystème, donc les gens autour de soi, l'habitat qui soit... qui, comme tu le disais, demande peu d'énergie, produire plus que ce qu'on consomme, c'est super important. Économiquement, ça me paraît très très compliqué, même pas adapté en fait. La permaculture, c'est fait pour... c'est du bon sens en fait. Ouais, en fait, c'est une méthode de conception. Donc, vivre d'une méthode de conception, à moins d'en faire des formations. Et donc, effectivement, des gens peuvent vivre de la permaculture sur cet aspect-là. Mais effectivement, un logiciel sert à être utilisé et pas une fin en soi, quoi. Ça dépend le type de sous qu'on fait rentrer. Soit c'est des gens qui viennent se former, soit c'est on arrive à vendre un projet de lieu à un mécène qui dit oui, je veux que ce lieu existe parce que je veux que ce lieu inspire des gens. Et dans ce cas-là, les gens qui vont avoir monté ce lieu, c'est un peu ce qu'on a fait ici, arrivent à en vivre. Après, c'est un exercice, ça va concilier la rigueur ou concilier l'exigence de la permaculture avec l'absurdité du modèle économique,
c'est compliqué et à la limite, est-ce que c'est un combat qu'on doit mener? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui vont vers ces systèmes permacoles, au sens large du terme, dans leur vie, dans tout ça, ont pour fonction principale d'inspirer les autres et de montrer que c'est possible. Dans la sobriété heureuse, dans le retour, enfin dans des liens locaux et dans le fait d'arriver à se satisfaire de... Par exemple, un gars qui dit qu'il fait de la permaculture et qu'il en vit et qui prend l'avion ne serait-ce que 2 fois dans l'année, il a plié son bilan. Moi, je ne prends plus l'avion depuis 3 ans et voilà, c'est normal parce que sinon, ce ne serait pas cohérent. Tout le monde ne peut pas accepter de ne pas prendre l'avion. Moi, je le fais parce que j'ai eu la chance d'avoir voyagé avant et voilà. Et non, c'est pas que j'ai plus besoin, mais ça me frustre, mais c'est comme ça. Et j'aimerais beaucoup que des gens travaillent sur des avions propres. Et donc, il y a Bertrand Piccard qui travaille dessus. Peut-être que dans 20 ans, on aura des avions solaires. Et là, on pourra tous recommencer à voyager. Et voilà, c'est un état d'esprit qui est assez complet. Ouais. Donc vivre de la permaculture, voilà, c'est soit écrire un bouquin et gagner de l'argent, soit faire de la formation, soit avoir un lieu qu'on vend, quoi. Effectivement, vivre de la permaculture en agriculture, c'est pas forcément, c'est très compliqué, quoi. Ouais, après encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle vivre. Moi, ma sœur qui est paysanne, elle vit avec ses 800 € par mois. Elle est dans un lieu totalement permacole et elle s'en réclame pas d'ailleurs. Ils sont autonomes en tout. Ils font du fromage, du pain, des céréales, des légumes. Ils ont même une école Montessori dans une urne. Donc ils sont vraiment autonomes en tout. Ça dépend de ses exigences. Donc elle se paye ses 800 balles par mois. Mais à côté, elle ne paye pas sa bouffe, elle ne paye pas son loyer, elle ne paye pas l'essence, elle ne paye pas l'éducation. Donc du coup, elle s'en sort avec un niveau de vie qui lui convient. Et donc si, on peut en vivre. Mais tout le monde n'accepterait pas de vivre de cette manière-là, quoi. Parce que la seule énergie, c'est pas l'argent, en fait. Bah oui, c'est voilà. l'énergie humaine, l'énergie, le temps, c'est une énergie aussi importante. Mm. J'ai pu regarder un petit peu sur le site de Ferme d'Avenir, du coup. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Et toi, tu parles de péiculteur. Ouais. J'aimerais bien savoir c'est quoi, du coup. Enfin, quel est pour toi, c'est quoi un péiculteur? C'est un sujet un peu touchy et un peu controversé d'ailleurs par l'univers historique de la paysannerie et des associations dans le secteur parce qu'en fait, on a eu le culot d'inventer un nouveau mot. Et en fait, quand j'étais sur cette ferme pendant 1 an et demi et que j'étais les mains dedans, je me disais, mais putain, mais un mec qui veut s'installer, un néo-rural qui veut s'installer et qui a besoin d'aide, bon, bah, il peut s'adresser aux associations locales qui vont un peu l'aider, mais qui ont leurs limites, quoi. Elles ont leurs limites parce qu'elles ont des salariés aux 35 heures qui ne sont pas forcément intéressés à la réussite des projets qu'ils accompagnent, parce qu'ils ne sont pas forcément formés à l'ensemble des besoins que peut exprimer quelqu'un qui s'installe. Et en fait, je me suis dit, mais s'il y avait un gars qui serait un entrepreneur du territoire, qui connaît bien le milieu agricole et qui pouvait m'aider à trouver des débouchés, à gérer mon admin, à acheter mieux et à mutualiser des achats, à faire de la veille, à faire en sorte que j'ai un accompagnement technique qui vienne du GAB ou que sais-je, et bien en fait c'est un peu un espèce de chef, d'entrepreneur, de catalyseur de projet qui serait intéressé à la réussite des projets qu'il accompagne. Et ça, c'est Xavier Mathias qui encadre aujourd'hui la ferme de la Bourdasière m'avait dit un jour, tu sais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et tant que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, eh ben, ils pourront dire un peu n'importe quoi. Enfin, je ne dis pas qu'ils disent n'importe quoi, mais peu importe ce qu'ils disent, in fine, ce n'est pas eux qui payent les pots cassés si jamais il y en a. Et donc, ce maillon du territoire, ce péiculteur, en fait, l'idée, c'est de dire il y a énormément de structures ou de collectivités qui ont envie de développer des plans alimentaires territoriaux, mais ils n'ont personne, ils n'ont pas de mecs qui font de l'ingénierie de projet. Et c'est ça dont on parle. C'est un péiculteur, c'est un mec qui va faire de l'ingénierie de projet et qui va aider des dynamiques à se mettre en place. Alors, d'aucuns disent que on rajoute un maillon, un intermédiaire. Ouh, il ne faut pas rajouter un intermédiaire. D'autres disent non, mais le paysan, il doit vraiment tout faire tout seul. Je pense que ce n'est pas possible. On n'a plus d'héritage paysan aujourd'hui. Il y a plus de 2% d'agriculteurs. Ils ont du mal à trouver des repreneurs. Il y a en revanche énormément d'urbains qui ont envie. Ils n'ont pas les compétences, mais ils ont envie d'y aller. Il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils soient accompagnés. Eh bien, je pense que ce péiculteur est là pour les aider. Donc nous, on a lancé une formation péiculteur
avec une première promotion avec 22 péiculteurs qui sont sortis, et il y en a 11 qui sont déjà sur des projets de territoire. On relance une formation en septembre. On va peut-être faire une journée portes ouvertes, donc les auditeurs pourront venir regarder. Alors, c'est pas nous qui faisons. Moi, j'ai rien à enseigner à personne. En revanche, ce que je sais faire, c'est trouver des gens qui sont compétents dans leur domaine. Et donc, dans la formation péiculteur, on a plus de 35 intervenants. On a des gens de la chambre d'agri, des gens des comptables, on a des gens qui sont spécialistes en recherche de financement, des gens de la grande distrib ou des débouchés, on a des gens, des sociologues, on a 30 personnes qui viennent et qui abreuvent et qui outillent ces personnes, enfin ces gens, ces étudiants qui, après la formation, vont rentrer sur leur territoire, soutenus par des maîtres d'ouvrage que sont des collectivités, des restaurateurs. Un restaurateur qui aujourd'hui a plein de restos, il peut avoir envie de se sourcer bio et local. Mais les gens qui produisent bio et local n'ont pas forcément envie de lui vendre, ils ont déjà leur débouché. Donc il faut se servir de cet appel d'air génial et plutôt encourageant pour installer des nouveaux agriculteurs. Mais il faut que des gens soient en mesure d'accompagner cette installation, et c'est le péiculteur. Et donc toi, tu te dis péiculteur, Non. agriculteur, entrepreneur, Moi, tu es quoi toi? Moi, je suis entrepreneur, moi, je suis un peu multicasquette, mais clairement, moi, j'ai été étudiant maraîcher, j'ai fait un BPRE en maraîchage bio, puis j'ai monté cette ferme pendant 1 an et demi avec à la base Grégoire et puis Claire et Gildas qui était en soutien sur la partie perma. Aujourd'hui, on est Ferme d'Avenir, c'est une association qui fait beaucoup de choses. On est 18 dans la SOS, donc maintenant on a pas mal de choses. On fait des concours, donc on a remis plus de 650 000 euros à 57 agriculteurs ou paysans en devenir. On fait le Tour Ferme d'Avenir qui passera d'ailleurs le 14, 15, 16, 17 septembre à Tours. Ce sera le bouquet final. Donc vous pourrez venir, il y aura pas mal de gens qui vont intervenir. D'ailleurs, si vous voulez intervenir avec Kiwi Nature, c'est un plaisir. Et donc on fait pas mal de choses, on fait du conseil, on crée des nouvelles fermes, on fait une grande ferme de 70 hectares en Ile-de-France. Et puis on fait du lobbying parce que, encore une fois, je pense que avec toute la meilleure volonté du monde et toute l'énergie qu'on peut déployer, si on crée 10 fermes par an, c'est le bout du bout, quoi. C'est vraiment une super prouesse. Si jamais on oriente 1% de la PAC vers ça, donc la politique agricole commune, c'est le plus gros budget de l'Europe, et ben on crée 1000 fermes par an. Et je pense que le levier, il est là. Et aujourd'hui, il faut rétablir cette distorsion de concurrence qu'il y a entre l'accompagnement des gros céréaliers, des grosses exploitations, et l'accompagnement d'individus qui veulent s'installer et qui n'ont pas forcément le financement à la base, ni le foncier, donc il faut les aider. Ouais. En fait, tu aides des agriculteurs à se lancer. Et qu'est-ce que tu dirais à un particulier qui a envie dans sa vie de se dire tiens, je vais cultiver, je vais remettre les mains dans la terre. Parce qu'il y en a plein, enfin, on le voit de plus en plus de burn-out, de gens qui ont envie d'aller élever des chefs dans le Larzac parce qu'ils étaient banquiers depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu leur dirais pour se lancer, pour y arriver, quoi? Le mot qui pourrait encourager, parce qu'il faut que ça se passe, comme tu dis, non, il n'y a plus d'humains dans 100 ans, quoi. Alors, les gens ont peur. Je ne sais pas si un mot suffira. En revanche, il y a un préalable et qui est assez évident et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est aller passer 2 ans déjà dans des fermes. Faire du woofing. Frottez-vous à la réalité du métier parce que c'est inimaginable. On ne peut pas concevoir ce que c'est avant d'avoir vraiment été dans le froid, sous la flotte, à manier des caisses, des cagettes, à être sur le marché, à galérer, à repiquer sur des planches de 25 mètres, enfin, ou de 50 mètres d'ailleurs. Mais donc vraiment, premier conseil, surtout, allez vous frotter à la réalité du métier en partant dans plusieurs fermes. On lance d'ailleurs à ce titre-là, on a lancé le premier programme de compagnonnage. Et donc on a 12 personnes qui ont déjà fait 2 ans de woofing minimum, qui ont envie d'aller encore plus loin et qui sont prêtes à se lancer. Et nous, vu qu'on crée des fermes, on a des CDI à offrir, donc des postes. Alors c'est pas la même approche, hein, c'est pas un projet de vie, c'est quelqu'un qui veut travailler les mains dans la terre et qui veut aussi jouir d'un salaire. Donc, voilà. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment se frotter à la réalité des choses. Et la seconde, c'est trouver le lieu. C'est-à-dire que j'ai vu trop de gens qui étaient pleins de dynamisme, qui étaient tout motivés, etc. et qui ont fini par essouffler tout ça parce qu'ils n'avaient pas trouvé le lieu. Et en fait, il faut pouvoir se projeter. Et d'ailleurs, la perma, c'est une des premières choses. La première chose, c'est d'observer. Alors, si on n'a rien à observer et qu'on fait juste de l'introspection, j'aimerais faire ça, mais qu'on n'a pas le lieu, il y a un moment où ça s'essouffle. Et je pense que ça, c'est un des problèmes. Donc, se former et se frotter au truc, puis trouver le lieu, et après, tout déroule. Parce qu'en fait, une fois qu'on se projette
et qu'on est enthousiaste, on arrive c'est à voir. parti. Bah ouais. Et justement, t'es inspiré par des gens, enfin, qui t'inspire? Enfin voilà, tu as parlé de Pierre Rabhi, de Nicolas Hulot, tu as parlé de plusieurs personnes. Il y a des gens qui t'ont vraiment inspiré justement pour Ah tout bah, ça moi, Pierre Pierre Rabhi a été vraiment une rencontre. J'avais 21 ans, j'ai pleuré pendant 3-4 jours après l'avoir vu. Je suis retourné le voir la semaine suivante en conférence. Enfin, non, c'est vrai que des gens comme Pierre Rabhi sont vraiment impressionnants. Sur le côté même pas peur, les Bourguignons sont des bons exemples. C'est-à-dire le couple Bourguignon qui travaillait à l'INRA a claqué la porte de l'INRA en disant mais vous nous apprenez n'importe quoi, vous nous apprenez de la chimie, on ne comprend pas le sol. Et ils ont créé l'école de Beaujeu et depuis ils sont indépendants et donc cette école qui n'existe plus mais on aimerait bien la remonter d'ailleurs. Je vais dire une banalité, mais un truc qui à l'époque m'a marqué quand même. Le groupe Trio, au moment son premier CD, il faut le réécouter parce que c'est de la musique d'ado, on est d'accord. Et eux-mêmes sont un peu ados dans l'âme et c'est des adolescents, ils le disent eux-mêmes. Mais des trucs comme ça, quand ça passe par l'art ou la musique, c'est fort. Et moi, ces albums m'ont vraiment marqué. Aujourd'hui, évidemment, des gens comme Hulot, comme Marc Dufumier. Alors, il y a ceux qui m'inspirent d'un point de vue scientifique, il y a ceux qui m'inspirent d'un point de vue philosophique, il y a ceux qui m'inspirent d'un point de vue entrepreneurial. Et voilà, et je pioche un peu là-dedans. Et quelque part, maintenant je continue c'est presque intégré à moi. Enfin, j'ai l'impression que quand les astres quand ça s'aligne et que les karmas s'entendent, en fait, l'inspiration, j'ai même plus besoin de voir Pierre pour que parfois il me donne des souffles de motive et de dynamique. Quoi. Ouais, c'est génial. Bah écoute, merci. Juste pour terminer, si tu pouvais nous donner une définition de la permaculture qui parle au plus grand nombre, parce que tout le monde a sa définition, mais ton ressenti par rapport à ça. Il y en a c'est plus la technique, il y en a c'est plus le design, il y en a c'est plus l'humain. Bon. Quelle est ta définition de tout ça? Alors effectivement, il y a autant de définitions de la permaculture qu'il y a de permaculteurs, donc tant qu'à faire, retenez la nôtre, non je plaisante. Mais non, nous, c'est Claire et Gildas qui ont contribué à cette mise en définition de ce terme complexe. Nous, on dit que c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. D'accord ? Une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. C'est important qu'il y ait le mot humain parce que si on veut juste faire un écosystème équilibré mais qu'on ne peut plus rentrer dedans comme une forêt vierge, voilà, c'est bien mais c'est pas très permanent. Quoi. Et donc du coup, ça veut quand même dire qu'on peut faire de la permaculture en gérant une entreprise. Parce qu'on peut faire en sorte que son entreprise soit un écosystème humain équilibré. On aimerait beaucoup que les hommes et femmes politiques fassent de la permaculture, parce que quel plus beau challenge pour un personnage politique que de faire du territoire qu'il administre un écosystème humain équilibré. Ce serait génial. Mais c'est vrai que c'est dans l'agriculture qu'on comprend, qu'on visualise le mieux ce que peut être la permaculture, parce que l'écosystème, on pense à paysage, et concevoir un écosystème, celui qui façonne le paysage, ça reste le paysan. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que les gens assimilent souvent à la permaculture à une technique agricole. Il faut se souvenir que c'est plus loin que ça. La définition plus simpliste qu'on donne sur la perma, nous, c'est le biomimétisme appliqué à l'agriculture. On regarde comment fonctionne une forêt ou une prairie naturelle, on constate qu'elle fonctionne sans intrants, sans irrigation, sans déchets, sans énergie autre que celle du soleil, sans chômage, et qu'elle produit beaucoup plus. Eh ben, inspirons-nous-en, et puis ça fera un beau champ perma. Mais c'est un mot qui est en vogue, c'est un mot qu'il faut continuer à explorer et j'espère qu'on va réussir à faire entrer ce mot-là et cette méthode de conception-là dans beaucoup de domaines, dans l'éducation, dans la construction, dans la politique. Et peu importe le nom qu'on lui donne en fait, avant c'était paysan, permaculture, pays-culteur, voilà. Ouais. Et tout ça c'est que du bon sens en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir au bon sens. Et aujourd'hui, notre modèle est complètement la tête à l'envers. On marche sur la tête et donc il va falloir remettre du bon sens. Et ça ne veut pas dire revenir à l'âge de pierre. Il y a plein de choses génialissimes à trouver dans les technologies modernes. Il y a beaucoup de low-tech qui n'existaient pas à l'époque. Voilà, il faut remettre un peu de bon sens dans tout ça. Et je pense qu'on est sur la bonne pente. Moi, je pense qu'on a 20 ans pour changer le monde. Soit on y arrive dans les 20 ans, soit on se retrouve tous ensemble sur une plage, on regarde la mer monter et puis on dira qu'on a raté. Mais vraiment, on a 20 ans pour le faire. Donc, tous les auditeurs, je pense qu'il faut que vous mettiez votre énergie pour en économiser. Voilà. Très bien.
Bah, merci beaucoup en tout cas c'était très très passionnant. Merci. Et puis bah, on viendra te retrouver avec plaisir à Tours, donc les dates. Alors 14, 15, 16, 17 sur le terrain normalement de la Rabouilleuse à Rochecorbon. D'accord, ok, c'est parfait. Et puis sinon on viendra à la Bourdesière pour te revoir. Il y a plein de journées portes ouvertes, vous pouvez venir, la ferme Super. est ouverte tout le temps. Génial, bah merci à toi. Merci. Salut.